peu plus loin la teneur subjective de ces stratégies-là. En fait, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient eux-mêmes des stratégies qui mettaient en place. Est-ce qu'ils les trouvaient aidantes? Pourquoi? Quel sens ça avait pour eux? Alors, de cette façon-là, on a eu accès à un portrait beaucoup plus nuancé du rapport que les participants entretenaient à leur stratégie d'adaptation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs stratégies qui avaient une certaine forme de bivalence, c'est-à-dire qui pouvaient se situer dans un registre où elles aidaient et elles nuisaient à la fois aux participants. Et c'était comme si c'était des outils à double tranchant, si on veut. Et il y a deux éléments qui les exemplifient très bien, c'était leur rapport à la médication et leur rapport à la consommation. Il y a beaucoup de participants qui ont d'emblée dit que la médication les aidait, dans une certaine mesure, à calmer des symptômes de la maladie. Mais, d'autre part, la médication aussi avait toutes sortes d'effets secondaires qui leur nuisaient sur d'autres plans. Il y a une participante qui l'explique très clairement en disant que la médication contrôle efficacement sa maladie, mais la prive d'une énergie qu'elle décrit comme une certaine forme d'apaisement physique, qui prend la forme pour elle d'une sensation étrange où elle va se sentir littéralement s'enfoncer jusqu'aux genoux dans le plancher. Donc, évidemment qu'il est possible de ramener cette impression-là à une composante hallucinatoire, mais ce qui est intéressant quand même de retenir, c'est cette bivalence, justement, d'une médication qui, à la fois, allège certains symptômes, mais en même temps paralyse quelque chose en elle, du même coup. Plusieurs autres participants qui vont parler de cette perte d'énergie-là associée à la médication. Un des participants qui va vraiment comparer son traitement à une longue traversée du désert, je vais le citer. Il dit que son traitement, il a trouvé ça trop fort. J'étais fatiguée. C'était mourant tellement j'étais fatiguée. C'était lassant, monotone, drabe, sec, aride, insipide, plate. Il va souligner, ce même participant-là, les transformations personnelles qui induisent par la prise de médicaments. Il va dire, j'ai plus les mêmes passions. J'ai pas les mêmes craintes, ils sont disparus totalement. Les paranoïas sont partis, mais tout ce qui était de bon associé avec est disparu aussi. Donc, c'est un extrait qui illustre bien, encore une fois, le coût associé à certaines stratégies qui peuvent elles-mêmes renvoyer à certaines pertes pour les participants. C'est un concept qui s'applique aussi à leur rapport à la consommation. Il y en a plusieurs qui consomment des drogues dures, pas dures mais douces, ou de l'alcool, qui encore une fois vont dire que c'est un moyen qui est efficace pour eux pour lutter contre l'ennui, par exemple, ou le désœuvrement, mais qui en même temps est un moyen, encore une fois, qui peut être dangereux parce que la consommation peut exacerber leurs symptômes psychotiques. Il y a même une espèce de piège qui peut se dessiner pour certains dans leur rapport à la consommation, comme un participant qui expliquait qu'il avait décidé, en constatant que la consommation le fragilisait sur le plan des symptômes, avait décidé donc de rompre avec plusieurs de ses relations amicales avec des gens qu'il côtoyait qui étaient des consommateurs, qui avait rompu avec eux pour se protéger d'une certaine façon, mais il s'était retrouvé donc plus isolé que jamais. Et le meilleur moyen qu'il avait trouvé pour combattre cette solitude nouvelle-là, c'était encore la consommation de cannabis. Donc, dans ce rapport-là circulaire, on peut entrevoir cette idée d'une certaine forme de stratégie qui finissent par piéger aussi les participants ou les sujets. Bien que notre analyse, donc, Alexandre en a parlé aussi du point de vue des impacts, des stratégies aussi, j'évoque les pertes qui peuvent y être associées, j'évoque aussi l'idée de piège, mais ce serait faux d'essayer, ou réducteur du moins, de ramener juste à la notion d'impasse le vécu subjectif des participants. Il y avait aussi des percées d'espoir dans leur discours. Et en fait, on les a cherchées, ces percées-là, et dans une certaine mesure, je pense que comme quand on est dans une posture de chercheur, on a aussi une certaine forme de transfert par rapport au matériel. Comme c'était un matériel, les entrevues dont les contenus étaient très lourds, très désespérants, on a eu besoin de chercher des pointes d'espoir nous-mêmes pour se donner peut-être un peu d'espoir aussi pour l'analyse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que pour certains participants, l'espoir va venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils vont porter eux-mêmes un certain espoir d'amélioration, de mieux-être, si on veut, qu'ils vont définir de toutes sortes de façons. Mais ils vont beaucoup souligner le travail que ça exige, en fait. Il y a un jeune homme qui le dit très bien, il va dire,
Dans mon cas, ça exige un effort herculéen. Pour moi, ça prend à peu près 2-3 prières par jour minimum. Pour d'autres participants, l'espoir va être vraiment plus porté par l'extérieur, par les paroles encourageantes de leur entourage, par exemple, par le médecin qui va leur dire que ça va aller mieux. Ou pour une des participantes qui était maman d'un petit garçon de 6 ans, et vis-à-vis duquel elle avait beaucoup de mal, avait du mal à entrer en relation avec son fils, et elle souffrait énormément de cette difficulté-là. Elle en était tout à fait consciente. Elle n'était pas capable, quand elle était avec lui, de s'amuser, d'interagir comme une mère normale. Et c'était une participante très, très déprimée. Elle évoquait même l'idée qu'elle serait peut-être mieux, ça serait mieux pour son fils d'avoir une mère décédée qu'une mère éteinte comme elle. Et elle, dans son cas, l'espoir était porté par son fils. Elle lui avait demandé, penses-tu que maman va pouvoir rattraper le temps perdu avec toi éventuellement? Et son fils lui répondait, oui maman, je pense que oui. Donc, pour elle, l'espoir était vraiment condensé dans cette réponse-là du fils, à la fois porteur d'un certain avenir et d'une filiation aussi. Donc, le seul, et il y a aussi d'autres, j'aurais d'autres exemples, mais je vais passer vite parce que je voudrais me concentrer aussi sur nos résidents, nous, à la Chrysalide, sur leur projet porteur d'espoir à eux. Mais le seul fait que les participants de l'étude se mobilisent autour de certaines stratégies, en soi, ça témoigne d'une certaine forme d'espoir, dans la mesure où ils espèrent ne serait-ce qu'un changement possible. Donc, ce qui est intéressant dans la notion d'espoir, c'est cette idée de quelque chose qui se tend vers un ailleurs ou vers un autrement. Ça implique une certaine forme d'extériorité. Quand on parlait, on évoquait beaucoup ce matin l'évolution de la psychose en vase clos, cette façon donc de ne pas admettre d'extériorité. Et l'espoir, précisément, va renvoyer à cet ailleurs ou cet autrement. Et renvoie aussi à la notion de temporalité, donc, sur laquelle je vais revenir. Mais jusque dans sa racine étymologique, le terme station, qui va définir à la fois l'espace et le temps, est formé de la même racine que spes, qui signifie espoir, attente. Donc, comme l'expérience psychotique plonge souvent les sujets dans une espèce de registre, on va dire, hors temps, hors de la continuité, hors de l'ordinaire, dans une espèce de temps circulaire, si on veut, dans une certaine mesure, cette notion-là d'espoir peut constituer un élan vital que le travail clinique doit soutenir dans une certaine mesure, doit reconnaître et soutenir. Et je vais donner quelques exemples de la façon dont les résidents de la Chrysalide vont élaborer des aménagements de vie autour de projets signifiants pour eux, porteurs de certain espoir, à l'occasion délirant, à l'occasion plus réaliste, mais de voir que donc leur stratégie d'adaptation gravite souvent autour de ce type de grand projet. Je vais inviter Alexandre à m'interrompre ou à s'inviter dans ma présentation, parce que comme on travaille les deux avec les mêmes résidents, on a beaucoup d'exemples qui sont partagés. Donc, n'hésite pas à prendre le micro. Donc, un des résidents, un des plus anciens, en fait, résident de la Chrysalide, c'est un homme qui a été abandonné à la naissance, qui a été adopté par la suite. Il n'a jamais connu sa mère biologique. La question de ses origines le taraude. Il se dit à la recherche d'un lieu où il pourrait enfin être chez lui, à sa place. Il le formule comme ça. Et il y a plusieurs aménagements qu'il va mettre en place pour essayer de faire face à ces difficultés qui peuvent être facilement lues à l'ombre de cette quête-là d'un lieu à lui. Par exemple, quand il est arrivé à la Chrysalide, c'est un résident qui a rapidement investi les ruelles du quartier pour recueillir toutes sortes d'objets abandonnés. Et qui ramène dans la Chrysalide, au début, c'était des objets qui étaient bleus. Alors, la Chrysalide est tranquillement devenue de plus en plus bleue. Il les disposait dans des lieux communs, mais aussi dans sa chambre. Il était intolérable pour lui de voir ces objets-là abandonnés dans les rues du quartier. Donc, c'est intéressant de voir qu'il a premièrement tissé ou créé sa place à la Chrysalide à partir d'objets orphelins qu'il adoptait. Il faisait vraiment écho à sa propre quête à lui, comme enfant orphelin, d'être adopté complètement, si on veut, de trouver un lieu pour lui. De la même façon, c'est un résident qu'on a remarqué suite à des crises importantes, notamment quand il est allé visiter sa famille adoptive récemment, il a vécu une expérience de rejet importante. Ça a été tout à fait fortifiant pour lui, à son retour, de s'investir dans le réaménagement de sa chambre. Il s'est mis à classer ses biens personnels
faire le ménage, leur trouver une place. Il s'est mis à poser des étagères pour soutenir les livres qui lui étaient chers. Donc, encore une fois, on peut facilement faire un parallèle, traduire ces stratégies-là d'adaptation en des termes qui renvoient à ses propres enjeux à lui. Trouver une place, un support pour lui-même, pour ses biens dans sa chambre, c'est également une façon pour lui de redéfinir son inscription dans un lieu habitable, si on veut. Je vais sauter mes autres exemples pour conclure parce que j'ai plus de temps. Mais ce que je trouve important aussi de dire en terminant, c'est qu'à l'heure où il y a plusieurs approches cliniques, du moins de notre côté de l'océan, qui vont sonder sur un discours normatif, c'est important de prêter oreille à ce que les sujets vont dire, eux, de leurs propres aspirations, si on veut. Et c'est la question, on peut se demander en fait, comment on peut accompagner les sujets psychotiques dans l'élaboration de certains espoirs, peut-être en commençant par admettre leurs espoirs les plus fous à certains moments, pour ensuite, dans un deuxième temps, favoriser une formulation en des termes acceptables à la fois pour le réel et pour le sujet. Et en terminant, on peut aussi se dire, nous-mêmes comme cliniciens, quel espoir peut-on avoir pour nos propres patients? On se pose souvent la question, nous-mêmes en clinique, comment peut-on les imaginer dans l'après-chrysalide, par exemple? Ça pose toute la question aussi des durées de séjour. Est-ce qu'on les cryogénise nous-mêmes en les laissant dans une espèce d'espace hors-temps? Et pour reprendre les paroles de M. Ozanov, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de repenser une façon de trouver l'espace, ne